Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule financière. Alors, c'est pas évident en 2022 de vivre les événements que nous vivons actuellement en étant carrément impuissants. Naturellement, nos pensées vont directement aux victimes directes et indirectes du conflit. La finance et les marchés financiers passent bon deuxième dans des événements comme ça, mais en même temps, c'est notre travail d'essayer de vous permettre de voir plus clair dans la situation et surtout de s'assurer que ce qui se passe actuellement ne vient pas impacter vos objectifs financiers à moyen et long terme. Alors voilà un peu aujourd'hui l'objectif de cette nouvelle capsule financière. Alors, comme on peut le constater, un début d'année quand même difficile pour les marchés boursiers en 2022. On se souvient que 2021 avait été une très bonne année. On avait eu des rendements très intéressants, surtout des bourses en Amérique du Nord. Alors qu'on voit que depuis le début de l'année, quand on regarde le marché américain, les bourses internationales et même les marchés émergents, on parle de baisse en moyenne à peu près de 12 à 13 %. Et on constate aussi en rouge que le marché canadien se tire quand même relativement très bien d'affaires de par notre répartition sectorielle de notre économie. Alors, avec le conflit, on sait que le prix de l'énergie, de beaucoup de denrées agricoles ont pris de la valeur importante, des mines et métaux. Et comme au Canada, proportionnellement dans notre économie, on en a plus de ça, eh bien, ça nous aide à amoindrir un peu là, ce qui se passe au niveau des marchés. Si on va voir directement ce qui se passe en Russie, c'est important de se rappeler qu'on n'a pas d'investissement direct en Russie, en Ukraine, mais ça demeure quand même que c'est les dommages collatéraux de tout ce qui se passe actuellement là, qui nous affectent. On peut voir que depuis le début du conflit, on a le rouble qui a perdu 54 % de sa valeur par rapport au dollar américain. Et même si je recule un petit peu plus loin, puis on part de 2008, depuis la crise financière, on parle d'une diminution de 85 % du rouble par rapport au dollar américain. Donc, oui, nous, on va vivre de l'inflation, mais on peut imaginer que ça va être très difficile pour la population russe là, au cours des prochains mois, prochains trimestres. On avait une relation quasi parfaite en Russie entre le prix du pétrole et le marché boursier, de par l'importance de leur propre économie. Et on peut voir que cette corrélation-là était quand même très serrée et que là, on vit vraiment un découplage. On a le prix du pétrole qui est parti vraiment à la hausse et on a la bourse russe qui a quand même baissé de façon très importante. Donc, pour ceux qui étaient présents dans les marchés boursiers russes, c'est quand même une période actuellement qui est très difficile. Quand on regarde la business directement que la plupart des pays font avec la Russie et l'Ukraine, ça reste quand même d'une taille très petite. On regarde en fonction du PIB au Canada et aux États-Unis, nos exportations vers ces régions-là sont presque inexistantes. Et même les pays les plus importants en Europe ont moins de 3 % de leur PIB au niveau de leurs exportations qui sont dirigées. Donc, c'est pas vraiment ces impacts directs-là qui influencent actuellement ce qui se passe. C'est beaucoup plus en Europe l'indirect. Et l'indirect, on parle de la dépendance énergétique que la plupart des pays européens ont avec la Russie, particulièrement l'Allemagne. Alors, on voit que, de façon générale, en Europe, presque 27 % de notre pétrole vient de Russie et presque 50 % va venir, l'approvisionnement en gaz naturel vient de la Russie. Alors, c'est assez facile pour M. Trudeau ou M. Biden de dire, bon, ben nous, on ferme les valves d'importation d'énergie russe. On n'en faisait quasiment pas de business avec les Russes avant ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Allemagne n'a pas pu bannir les importations d'énergie pour l'instant parce que ça causerait d'autres problèmes qui sont quand même là, très importants. Si on veut mettre un peu en perspective les gros producteurs de pétrole au monde, en tête de liste, les Américains. Les Américains produisent à tous les jours 12 millions de barils de pétrole. Vient en deuxième, justement, la Russie avec à peu près 10 millions de barils de pétrole et suit pas loin en arrière l'Arabie saoudite. Alors, c'est pas évident de dire, bon, ben, on enlève le 10 millions qui est produit en Russie puis on le remplace de façon différente. On peut peut-être penser que les Américains qui produisent 12 millions de barils de pétrole pourraient peut-être monter à 13 ou à 13,5. On voit que les Américains actuellement également négocient avec le Venezuela, avec l'Iran, où on avait des sanctions peut-être pour essayer d'amoindrir
le choc de l'offre qu'on vit à l'heure actuelle. Et même si on a toute la bonne volonté du monde au Canada de dire, bon, ben OK, on va leur envoyer une partie de notre production à nous, ça fait des années qu'on sous-investit à cause de la transition énergétique dans des projets d'énergie fossile, par exemple. Donc, le temps qu'on mette ça en application, que les travaux se fassent et que ça nous amène à une production, qu'on réussisse à construire des pipelines pour transporter du gaz naturel, ça va prendre quand même beaucoup de temps. Donc, faut garder à l'esprit que le prix de l'énergie, il y a un changement qui se passe actuellement qui va être structurel plus longtemps que uniquement ce qu'on vit là, tant que la production de la Russie ne sera plus présente. Tout ça amène de l'inflation. Alors, si on recule un peu avant le conflit, on avait un consensus quand même assez large que l'inflation en 2022 allait graduellement se replacer, pas au niveau de 2 % que nous avions avant la COVID, mais peut-être autour d'à peu près un 4 % vers la fin de l'année parce que la chaîne de production mondiale commençait à s'améliorer. Et ça, c'est encore d'actualité. On regarde actuellement la congestion qu'on voyait dans les ports, entre autres à Los Angeles, à Long Beach. Il n'y a pas longtemps, on avait une centaine de navires là, qui étaient en stand-by en attente dans le fond, de pouvoir carrément débarquer leur stock. Et là, on est rendu à peu près une cinquantaine de navires. Donc, une amélioration de ce côté-là. Au niveau du délai de livraison des fournisseurs, alors on avait quand même un niveau qui était très élevé, donc une difficulté à livrer. Et là, on a quand même vécu une amélioration aussi de ce côté-là, même si on est encore loin de la normalité. Donc, ces éléments-là laissaient dire aux banques centrales que l'inflation allait rebaisser. Maintenant, on comprend qu'avec ce qui se passe actuellement, la game vient de changer carrément à ce niveau-là et l'inflation va demeurer présente beaucoup plus longtemps que ce qui était estimé avant le conflit. En plus, ce qui vient s'ajouter, c'est que on vit de l'inflation on l'a vu dans le pétrole, mais également dans les denrées agricoles, que ce soit aussi dans les mines et métaux. On a vraiment eu une augmentation qui a été très importante, due au fait qu'on élimine de la production. Alors, je prends la Russie, qui est un très gros exportateur de potasse. Alors, même chose au niveau des métaux. Quand on enlève ça, eh bien, c'est des prix mondiaux, donc ça s'ajuste finalement un peu partout. Et c'est ce qui fait qu'on peut comprendre que le marché boursier canadien s'est mieux débrouillé. Dans vos portefeuilles, dans les portefeuilles que nous avons entre autres des compagnies dans l'or comme Agnico, Franco-Nevada, qui, avec l'incertitude actuellement, ont presque 15 % de croissance depuis le début de l'année. On parlait d'un Nutrient là, qui, justement, est un producteur de potasse, de fertilisants. Son titre est en hausse à peu près de 36 %. Et Tech Resources, qui fait, entre autres, là, qui est dans les mines et métaux, a également une forte croissance. Donc, c'est ce qui vient un peu balancer et contrecarrer les compagnies négatives que nous avons en termes de rendement sur le marché canadien. Alors, tout ça, dans le fond, la conclusion, l'inflation était une préoccupation, elle l'est davantage. Avant même le conflit, on a des chiffres en date de fin février. On parle d'une inflation de 7,5, 7,9 %. Alors, c'est certain que les banques centrales, il n'est pas question qu'on délaisse le plan de normaliser les taux d'intérêt graduellement pour essayer de freiner cette surchauffe-là. Ceci étant dit, ce qui vient également changer comme plan, c'est que le conflit en tant que tel vient également baisser les perspectives de croissance de l'économie. Si on paye plus cher pour aller gazer ou qu'on paye plus cher notre panier notre panier d'alimentation, alors on doit s'ajuster d'une autre façon. Et également, faut pas oublier la confiance des consommateurs, même si on n'est pas touché directement. Ce nuage gris-là qu'on vit actuellement, c'est pas ça qui va inciter de dépenser davantage. Donc, on peut penser que le sentiment va faire que l'économie par elle-même va ralentir. Et c'est ce qui fait que quand on regarde ce qui était prévu comme hausse de taux avant le conflit et aujourd'hui, on peut voir enfoncer que on prévoyait que d'ici la fin de l'année, on a, avant le conflit, à peu près 7 hausses de taux d'intérêt de 0,25 et on voit que depuis, on a descendu nos attentes à 5 hausses de taux. Donc, et c'est là que on ne pense pas que la Réserve fédérale américaine ou que la Banque du Canada vont réduire la vitesse à laquelle ils voulaient faire ces hausses de taux-là. C'est ce qui fait qu'ils ont déjà débuté, mais on va voir et on va s'ajuster peut-être à l'automne pour savoir,
L'économie est rendue où? L'inflation est rendue où? Et c'était quoi les côtés négatifs, là, dans le fond, qui n'étaient pas prévus au niveau du ralentissement de l'économie afin de s'ajuster? Parce qu'on ne vise pas de ramener tout le monde dans une récession. Ce qu'on vise, c'est d'essayer de diminuer la surchauffe là, de ce que nous vivons actuellement. Et pour nous, comme investisseurs, ce qui est important, c'est de voir dans tout ça, c'est quoi l'impact au niveau du cycle de l'économie, où on se situe à l'heure actuelle. Et c'est sûr que plus on amène je dirais, des menaces ou de l'incertitude au niveau du cycle économique, eh bien, plus on avance en maturité dans le cycle. Donc, plus on se rapproche d'une éventuelle récession, mais c'est pas aujourd'hui. Quand on regarde actuellement les probabilités avec les différentes évaluations que nous avons, on est très loin de prévoir qu'on va vivre une récession ou une fin de cycle en 2022. S'il y a un endroit qui va être plus menaçant, c'est probablement en Europe, dû au facteur qu'on parlait tantôt et la dépendance au niveau énergétique. Mais donc, pour nous, comme investisseurs, on suit la situation de près, mais on n'est pas du tout en train de prédire qu'on va vivre une récession en 2022. D'ailleurs, les taux d'intérêt, la courbe ne s'est pas encore inversée. Donc, c'est des choses qui vont nous permettre quand même de prévoir et de planifier un petit peu d'avance ce qui s'en vient. Quand on regarde aussi le terrain de jeu que nous avions et que nous avons aujourd'hui, on parle de conditions financières qui sont extrêmement souples. Alors, si on regarde la capacité pour un particulier ou une entreprise d'aller voir sa banque et de pouvoir emprunter pour faire des projets ou d'avoir des biens de consommation, on était à un moment où est-ce que c'était extrêmement facile d'avoir accès à du crédit. Aujourd'hui, on est rendu qu'on est passé de très facile à facile. Mais ça fait pas 2-3 ans qu'on a commencé à augmenter les taux d'intérêt et qu'on est en mode restrictif. Donc, moins de conditions faciles, mais on est quand même encore en territoire qui n'est pas compliqué à ce niveau-là. L'autre aspect qu'il faut pas non plus négliger, c'est que toutes les mauvaises nouvelles que vous entendez à tous les 15 minutes à LCN ou à RDI et qu'on a, dans le fond, qu'on voit là, dans nos écrans, eh bien, c'est pas d'information que personne connaît. Cette information-là est déjà connue de tous. Et quand on regarde le prix de nos actifs dans nos écrans, ça tient déjà compte de ces mauvaises nouvelles-là. Alors, pour que ça diminue davantage, il faut qu'il y ait d'autres mauvaises nouvelles. Et c'est pas impossible. Mais ça demeure quand même qu'il faut être conscient. On est actuellement à un niveau de pessimisme qui est très important. Je vous rappelle que quand tout le monde est optimiste, c'est là qu'on va être craintif. Et quand tout le monde est pessimiste, c'est là souvent qu'on va retrouver les meilleures opportunités parce que ça se reflète dans les prix. À titre d'exemple, sur notre indicateur de pessimisme, on est à 16 aujourd'hui. Dans le pire, le 23 mars 2020 de la COVID, on est descendu à 10. Donc, gardons à l'esprit que dans ces périodes-là d'extrême pessimisme, c'est là que souvent les creux de marché vont se produire. Donc, c'est naturellement des choses qu'on suit sur une base régulière. On vous a fait suivre il y a 2 semaines, différentes statistiques par rapport à d'autres conflits militaires que nous avons vécus depuis les années 30. Donc, c'est pas la première fois. Et le constat ici, c'est que, en général, en moyenne, lorsqu'on vit un recul des marchés par rapport à un conflit militaire, les marchés baissent environ de moins 13 %. Et c'est exactement où est-ce qu'on est à l'heure actuelle. Donc, ça ne veut pas dire que ça peut pas rebondir, que ça peut pas, dans le fond, rebaisser au cours des prochaines journées, mais c'est juste intéressant de savoir que c'est à peu près dans la moyenne de ce qu'on voit comme recul. C'est sûr que quand on est impliqué dans un conflit comme on l'est à l'heure actuelle, eh bien, on a toujours l'impression que c'est le pire, mais on peut s'imaginer qu'en 62, avec la crise des missiles cubains, quand les Américains se sont rendus compte qu'il y avait des ogives nucléaires russes à 500 km de Miami qui pointaient vers eux, ça ne devait pas être non plus très intéressant comme situation. Par contre, l'information ne circulait pas à la même vitesse qu'elle circule aujourd'hui. Donc, toujours bon quand même de garder ça à l'esprit. À la fin de la journée, quand on regarde les corrections que nous vivons à l'heure actuelle et qu'on regarde ça avec une perspective là, même d'une 50aine d'années, on va répartir les corrections en 2 catégories. Catégorie numéro 1, une correction, qui va varier entre 0 et moins 20 %, là on est à moins 12, et qui généralement va se faire dans le cadre qu'il n'y a pas de récession qui suit cette correction-là. Donc, dans un marché un cycle économique là, qui avance, je vis une correction, mais dans un marché ou dans une économie qui va continuer à croître. Première catégorie de correction. La deuxième catégorie, une correction qui annonce une récession à venir, donc une contraction importante de l'économie.
Et là, c'est pas des baisses entre 0 et moins 20, c'est des baisses en moyenne de moins 35 %. Ce qu'on a vécu en mars 2020 avec la COVID, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, nous, actuellement, en fonction des paramètres que je viens de vous exprimer, on pense beaucoup plus qu'on est dans une correction temporaire entre 0 et moins 20 qui va se poursuivre dans un cycle économique, donc un rebond à venir lorsque la situation va s'améliorer et qu'il va y avoir de l'incertitude qui va se dissiper. Et c'est ce que je vous dis aujourd'hui. On va voir qu'est-ce qui peut se passer parce qu'il n'y a personne qui peut savoir comment va évoluer le conflit à l'heure actuelle. C'est vraiment du géopolitique. Donc, naturellement, c'est ce qu'on regarde, mais notre positionnement actuellement est celui-là. Avec tout ça, et je vous laisse là-dessus, on sait qu'on avait des craintes d'inflation avant le conflit. Ces craintes-là n'ont qu'augmenté. Y a-t-il moyen de faire des profits lorsqu'on veut bénéficier de l'inflation? Et la réponse, c'est oui. Une catégorie d'actifs qui fait très bien en temps d'inflation, c'est ce qu'on appelle les actifs réels, des actifs qu'on peut toucher, de l'immobilier, des terres à bois, terres agricoles. Alors, avant même le conflit, que naturellement on n'avait pas prévu, on avait installé dans les portefeuilles de nos clients qui sont en gestion discrétionnaire, on avait inclus une nouvelle catégorie de placement qui s'appelle les actifs réels et qui d'ailleurs, avec les moments qu'on vient de vivre, nous prouve déjà que c'est une classe d'actifs intéressante parce qu'on a presque un peu plus de 1,5 % de rendement de fait en un mois et demi, alors qu'on sait que ça a été plus difficile là, dans les autres classes d'actifs. Alors, je laisse le soin à mon associé Sébastien Leblanc qui a préparé une capsule qui va vous expliquer au cours des prochains jours en long et en large qu'est-ce que c'est cette classe d'actifs réels-là, mais simplement pour vous aviser que on est capable, lorsqu'on estime qu'il y a de l'inflation qui s'en vient dans le système, de trouver des catégories de placement qui vont nous aider à toujours garder notre bonne diversification. Alors, en espérant que cette mise à jour vous a plu, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. Ça nous fait toujours plaisir de s'entretenir avec vous. Merci, bonne fin de journée.